Bonjour ou bonsoir à tous. Je reviens pour vous parler de mes divagations culturelles et artistiques, toujours à travers 4 expériences marquantes sur une période d'un mois, ici du 16 novembre au 15 décembre. Tout d'abord, j'habite à Rennes et du 15 au 19 novembre avait lieu l'événement Rennes Art Weekend. C'est quoi? C'est un moyen de rencontrer des artistes rennais et bretons le temps d'un long week-end. Ça prend la forme d'expositions temporaires, d'ouvertures de galeries d'art, de performances, etc. C'est un événement qui a été imaginé dans le cadre d'Acri Ouvert, la 6e biennale d'art contemporain de Rennes, qui s'est terminée le 2 décembre. Et on peut retrouver ça dans toute la ville en de très nombreux lieux, que ce soit dans de grosses institutions artistiques comme la Criée ou la Biennale, les ateliers de Rennes, dans des galeries d'art, dans des ateliers d'artisans ou même encore dans la rue. En quelque sorte, le Rennes et la Bretagne de l'art ouvrent leurs portes aux curieux ou aux amateurs. C'est un bon moyen du coup pour s'imprégner d'art le temps d'un long week-end, de rencontrer et de pouvoir échanger avec des artistes très différents. Et là, on parle d'artistes au sens très large. Ça peut correspondre à des artistes plasticiens bien sûr, mais aussi des gérants de galeries, des bijoutiers, des réalisateurs, etc. C'est également un bon moyen pour découvrir tout, ou en tout cas un bon nombre, des lieux liés à l'art à Rennes. C'est vrai que moi par exemple, je suis pas trop habitué à aller dans ce genre d'endroit. Je suis assez curieux en matière d'art, mais mes connaissances, notamment en ce qui concerne les beaux-arts, sont assez limitées. Cet événement est donc également une sorte de parcours dans Rennes qui m'a permis de découvrir des lieux intéressants, beaux ou insolites. J'ai notamment pu découvrir la Criée, le centre d'art contemporain de Rennes, où se trouvait une performance d'une artiste marocaine, Meriem Benani, qui n'était pas présente malheureusement. Cette performance, ça s'appelait Silam et Afida, et était une installation vidéo vraiment intéressante. Il s'agissait d'un film, une sorte de docu-fiction qui présente l'histoire de 2 chanteurs d'Aïta, une sorte de chant traditionnel marocain, de générations différentes, ce qui permet d'interroger sur la mutation des traditions locales et leur mode de transmission dans un Maroc actuel et dans le contexte actuel, mondialisé et où la technologie prédomine. Le film était diffracté, projeté sur une multitude d'écrans, que ce soit donc de véritables écrans d'une part de différentes tailles, ou alors sur des sortes de sculptures contemporaines. Ce qui permettait de présenter un spectacle extrêmement original, où il fallait porter le regard sur toutes ces portions de film pour en comprendre tout l'intérêt, et pour également comprendre tout le talent et le travail de l'artiste. En effet, ce qui était projeté n'était pas toujours forcément la même chose sur chaque écran, entre guillemets. Parfois c'était le cas, et parfois on avait juste certains éléments qui apparaissaient en plus ou en moins sur tel ou tel écran. Et sur les plus petits d'entre eux, on pouvait parfois voir uniquement des formes ou des couleurs. C'était vraiment une expérience extrêmement intéressante pour le passionné de cinéma que je suis. Ça bouleverse les codes et permet une autre approche de la diffusion de vidéos dans son ensemble. Je n'ai pas forcément adoré le film, mais j'ai trouvé en revanche, encore une fois, fascinante cette installation vidéo. Rennes Art Weekend, c'est également un événement qui délie les langues et pousse public et artistes à l'échange. Quand on découvre un nouveau lieu, un nouvel artiste, on est poussé naturellement à aller vers lui et à lui poser des questions. Et lui est toujours bien content et enthousiaste à l'idée de présenter son travail. Cela permet de briser, au moins pour un instant, cette sorte de barrière implicite qu'il peut y avoir entre l'art ou un artiste et le grand public d'autre part. Ce que je trouve assez formidable. J'ai notamment pu échanger avec une bijoutière artisanale et également l'artiste qui tient la galerie L'Atelier du Chapitre à Rennes, qui ont pu m'expliquer ce qu'elles font en détail, comment elles travaillent, et c'était encore une fois extrêmement intéressant et permet de mieux apprécier les œuvres au final, en plus du fait que cela a pu créer de belles rencontres humaines. En effet, l'événement pousse donc nous, public, à être curieux, ouverts et à poser des questions. Il pousse également les artistes à cette même ouverture. Au final, cet événement montre toute la vitalité de l'art du territoire rennais, une vitalité que je ne soupçonnais pas du tout en fait. C'est également le genre d'événement qui ne m'intéresse pas forcément de base et qui au final a été vraiment riche et intéressant. On revient maintenant à quelque chose que je connais mieux, à savoir la musique. Autre événement culturel fort qui s'est passé à Rennes début décembre, ce sont les festivals de musique, les transmusicales ainsi que les bars en trance. Cette année, je me suis plutôt intéressé aux bars en trance, qui proposent donc à des artistes de venir se produire dans des bars ainsi que dans des salles de concert. Et là, moi je suis allé au 1988 Live Club le 12 décembre pour leur rap session. Le 88 Live Club, c'est la seconde fois que j'y vais et j'apprécie vraiment ce lieu entre club et salle de concert parce qu'ils ont vraiment la volonté de promouvoir la culture hip-hop et notamment la culture hip-hop rennaise, par exemple avec Columbine. Cette rap session,
C'était une dizaine de rappeurs environ qui se sont succédés sur les deux scènes du club, de 16h à 22h, pour à chaque fois des concerts d'une quarantaine de minutes chacun, ce qui pouvait parfois franchement paraître court. C'était donc une session rap avec toute la diversité que propose le paysage hip-hop actuel, avec de la trap, du rap plus mélancolique, avec de l'autotune, du rap influencé par la musique africaine, etc. Le premier artiste que j'ai vu était Youf D, l'un des artistes qui m'a vraiment donné envie de venir à cette session. C'est une des grosses révélations de l'année 2018 en matière de trap, et c'était un show très efficace, très énergique, et malgré le fait qu'il était programmé aussitôt, il me semble que c'était pour des raisons d'avion à prendre, le public suit parfaitement. Personnellement, Youf D, c'est une de mes plus grosses découvertes de cette fin d'année musicale. C'est un artiste qui est vraiment en train de percer, faisant une apparition, par exemple, dans le crew de DJ Wedim, la boulangerie française, avec le titre Monster Truck en featuring avec Tucci's Milkshake. Ensuite, on a pu voir sur l'autre scène Zedioun Pavarotti, première découverte de la soirée et l'un des concerts que j'ai préférés. Là, on se rapproche en termes de musique, beaucoup plus de la pop et la chanson avec de l'autotune. C'est d'ailleurs étrange de voir son look avec ses tatouages sur la tête, qui est assez en décalage, je trouve, avec ce qu'il propose musicalement. Sur cette même scène, on a pu voir également Stancy, plus ou moins le même style de musique, et se rapproche toutefois plus de ce que peut proposer Columbine. Et première grosse déception. Trop d'autotune, mal maîtrisé, des textes et un flow pas terribles. En fait, je me suis pas senti du tout concerné. Je pense que je ne faisais juste pas partie du public cible, qui doit être clairement plus jeune au vu des gens qui nous entouraient. Autre découverte, Diez, et là c'était beaucoup mieux. Un rap influencé par des sonorités africaines délivré par un véritable showman. Le mec se donne sur scène et ça marche. On a envie de danser et c'est aussi forcément le but de ce genre de soirée. Il est accompagné par un percussionniste qui rend le tout, forcément, plus percutant et incisif. La lumière dans le concert a également un rôle très important et elle était très bien travaillée pour ce concert. Et au final, même si c'est pas forcément la musique que j'écouterais tous les jours, c'était vraiment un bon concert et une bonne découverte. Autre découverte encore, et autre déception pour cette soirée, LT's, artiste montréalais qui rappe en anglais et qui est beaucoup influencé par la culture US. On sent que le gars a envie de donner, qu'il a un certain talent, qu'il a un certain flow, mais là, ça a juste pas fait. La faute peut-être à un public qui était quasiment inexistant. Et peut-être également un trop-plein de confiance en soi. Ensuite, autre tête d'affiche qui m'intéressait beaucoup, Eden Dillinger, un autre qui fait de la trap, courant rap très développé actuellement, et un autre show ultra efficace. En plus, il ramène des potes à lui sur scène, le public suit bien le délire, on bouge, on saute, on danse, bref, objectif largement réussi pour celui qui s'est notamment affiché avec Lord Esperanza. Ensuite, coincé entre deux têtes d'affiche, donc Eden Dillinger d'un côté et Joker de l'autre, je pensais pas forcément voir Mou, l'artiste que j'ai vu ensuite, très longtemps. À tort. Ça a été ma découverte de la soirée et mon concert préféré. Qu'est-ce que c'était bon! Mou, c'est un type aux allures de nounours un peu gentil qui fait du rap chanson sur des prods extrêmement groovy et sublimes et qui parle en grande partie de l'amour qu'il a pour son chien. Alors déjà, ça commence bien. Comme il est assez peu connu et programmé entre de gros artistes, et en plus qu'il a souffert de problèmes techniques, il y avait assez peu de monde pour assister à son concert, ce qui nous a laissé toute la place possible pour danser et profiter à fond d'un concert génial. Ensuite, Joker, justement, concert que j'attendais beaucoup, même si ses chansons sont bien souvent des plaisirs coupables pour moi. En effet, en termes de texte, je trouve pas ça très bon, mais musicalement, ça reste très propre. Et ce fut ma plus grande déception de la soirée. Là encore, je me suis retrouvé dans un public avec que des gens beaucoup plus jeunes que moi. Un exemple pour le morceau Non Survêt, sont plus connus. Il a fait monter des gens du public sur scène. Et ils avaient tous l'air d'avoir 15 ans. Ils étaient tous sur leur téléphone à vouloir tout filmer, au lieu juste de profiter du concert. Et bon, si ça leur fait plaisir, tant mieux, mais moi, c'est pas le genre de choses qui m'intéressent. J'ai trouvé donc le concert globalement décevant, notamment avec beaucoup de playback. Je suis vite retourné voir la fin du concert de Mou, que j'avais abandonné trop tôt. Après une autre déception, à savoir Hyacinthe, la soirée s'est terminée avec deux super concerts. Saint, d'une part, que j'attendais énormément, et d'autre part, Sirap, que j'attendais pas spécialement. Saint, notamment, c'est l'un des concerts que j'attendais le plus. J'aime beaucoup vraiment ce groupe au rap très décomplexé et le show était vraiment top. À savoir de l'énergie, de l'émotion, du rap, mêlé parfois à la pop et même parfois au rock. Tout y était. Et Sirap, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Je n'en attendais rien et musicalement parlant, c'était pas génial,
Donc voilà, c'est de la trappe sans grande originalité, mais très efficace, ce qui a permis de terminer la soirée en beauté. J'aime beaucoup de manière générale les festivals de musique parce que, en plus de pouvoir profiter de beaucoup d'artistes et de concerts, ça permet de voir des artistes qu'on adore, c'est d'ailleurs pour ça qu'on y va principalement, mais ça permet également et surtout de faire de belles découvertes, comme là avec notamment Zedune Pavarotti et Mou, qui vont s'ajouter tranquillement à ma playlist. Et j'ai déjà hâte d'être en été pour pouvoir vivre d'autres festivals à Rennes ou ailleurs. Autre ambiance et autre lieu, j'ai été amené à visiter un cabinet de curiosité à Rennes, en plein cœur de l'Hôtel Dieu. Il a donc été créé par le Conservatoire du patrimoine hospitalier de Rennes et peut se visiter donc tous les jeudis en réservant. Ce cabinet présente et met en valeur beaucoup d'objets, d'instruments, de mobilier et de pratiques médicales anciennes. C'est un lieu qui est assez vaste, il y a beaucoup à prendre, beaucoup à découvrir, beaucoup d'objets, vraiment beaucoup d'objets. On a pu avoir un guide qui fait partie de l'association qui s'occupe du lieu et qui le met en valeur, et il était vraiment passionnant. Ancien travailleur dans un laboratoire de radiographie et passionné par le milieu médical, il a vraiment su nous intéresser, nous montrer tous ces objets qui ont une grande histoire, le tout avec de très nombreuses anecdotes, et de manière très imagée. C'était véritablement incroyable de découvrir tout ça, et de comprendre que niveau médecine, parfois on vient de loin. De même, c'est incroyable de comprendre que certaines découvertes qui ont révolutionné la médecine viennent d'erreurs ou de hasard. Si on prend par exemple les rayons X, ils ont été découverts par hasard par Wilhelm Röntgen. Quand il a fait sa découverte, il savait que c'était quelque chose d'important, d'extrêmement important et potentiellement utile. Il sentait qu'il avait mis le doigt sur quelque chose de fondamental, mais il n'avait aucune idée de à quoi ça pouvait servir. La visite était donc passionnante et insolite, très instructive aussi parce que forcément ce sont des choses qu'on ne connaît pas forcément. En tout cas nous, mon groupe, on ne connaissait pas du tout tous ces instruments. Pas le seul en France, mais son existence n'est pas beaucoup connue, ce qui est plutôt d'ailleurs dommage. Ça fait plus de 2 ans que j'habite à Rennes et j'en avais jamais entendu parler. Ce genre de lieu est également très important pour la mémoire et le patrimoine, pour se rappeler ou découvrir, comprendre comment on faisait avant, comment on en est venu à ce que l'on a actuellement. Si le lieu est très intéressant en soi, il l'est aussi pour les personnes qui le font vivre. En effet, ces objets, ces pratiques, il faut savoir les raconter et les mettre en avant. Et on a vraiment eu la chance d'avoir un guide qui était parfait dans ce rôle et qui nous a permis de vivre un moment parfois dur et glauque, on reste dans le milieu médical, mais vraiment formidable. Ce soir, nous allons parler d'un réalisateur. Ce soir, nous allons retracer sa carrière. Ce soir, nous allons parler de Tarantino. Pour finir, j'avais envie de parler d'un support que j'affectionne tout particulièrement, à savoir la vidéo et plus particulièrement la plateforme YouTube. Ça tombe bien, en décembre est sortie une nouvelle vidéo d'un de mes vidéastes préférés, Indepanda. Indepanda, je le connais depuis un petit bout de temps maintenant. Il faisait majoritairement des critiques de films, donc il a progressivement arrêté, mais ce que j'ai vraiment adoré sur sa chaîne YouTube, c'est sa web-série en 3 saisons, Unknown Movies, un mélange entre l'histoire d'un serial killer et une émission qui présente des films peu ou pas connus du grand public. C'est quelqu'un qui parle de cinéma de manière générale. Et j'apprécie vraiment sa manière de parler de cinéma. Et avec d'autres youtubeurs comme Durandal ou le Fossoyeur de films, ils m'ont beaucoup appris et ont développé mon goût pour le cinéma. La vidéo en question s'appelle Tarantino surcoté, point d'interrogation. Sortie donc le 9 décembre et dure 1h52. Ouais, c'est un sacré morceau. Si on connaît Indepanda, on sait que Reservoir Dogs, premier film réalisé par Tarantino, est son film préféré et que pendant longtemps, Tarantino a été son réalisateur préféré. Justement, dans cette vidéo, il parle du réalisateur, du fait qu'il soit très aimé du grand public et notamment chez les jeunes. D'ailleurs, son amour personnel pour le réalisateur s'est développé dans son adolescence, avant de voir d'autres films, avant d'avoir une cinéphilie plus développée, et après il l'a mis un petit peu de côté, peut-être, comme le font beaucoup de monde, en se tournant vers d'autres cinémas. Il revient donc sur ce monstre sacré en interrogeant la qualité de ses films. C'est également une remise en question personnelle de ses goûts. Quelque chose qu'on a aimé enfant ou adolescent,
ça a tendance à rester, à nous marquer. Notre esprit critique n'étant pas forcément beaucoup évolué, et à l'âge adulte, maintenant qu'il l'est, on s'interroge sur nos goûts d'avant. Est-ce qu'au final, ce qu'on a aimé enfant ou adolescent était vraiment bien? Est-ce que Tarantino, c'est si bon? Est-ce que ces films sont-ils si objectivement bons, Je précise bien, en faisant la différence entre ce que l'on aime et ce qui est objectivement de bonne qualité. C'est le questionnement donc qu'il va avoir tout au long de sa vidéo en s'intéressant à chacun de ces films, un par un, avec pour chaque film un invité issu du milieu du cinéma ou de la vidéo, et en analysant à chaque fois 2 scènes du film. Avoir des intervenants, c'est une excellente idée car elle permet d'avoir des avis de personnes d'âge, d'horizon et d'opinions très différents, de voir des personnes qui ont vu, qui ont découvert Tarantino à des âges différents aussi, parce que très souvent on découvre Tarantino à l'adolescence et c'est comme ça qu'on se met à l'adorer. On trouve donc des personnes qui travaillent dans le cinéma et qui ne sont pas des jeunes adultes comme Independa, comme par exemple Simon Rio, rédacteur en chef d'Écran Large, média de critique et d'actualité cinéma. D'ailleurs, c'était assez drôle pour moi parce que j'ai eu l'occasion durant l'un de mes stages de le côtoyer. Donc c'était drôle de le voir en vidéo. Certains donc autres qui sont juste passionnés de cinéma, comme Bruce de la chaîne Y Penser, et d'autres personnes plus jeunes comme le vidéaste John Rachid. Cela permet de se rendre compte qu'au final, non, Tarantino c'est pas surcoté. Et oui, ces films sont vraiment bons. Bon, bien sûr, c'est dit de manière plus subtile. Tarantino ne plaira jamais à tout le monde. Et de nombreux cinéphiles continueront de dire qu'il ne fait que repomper des centaines de films. Bon, on le sait ça, il est passionné de cinéma et emprunte énormément aux films et aux genres qu'il affectionne. Mais pourquoi forcément dénigrer ça? On n'enlèvera jamais à Quentin sa maestria, sa capacité à raconter des histoires et à créer des personnages. Si, d'une part, ces films sont effectivement très bons, si ce ne sont parfois même des chefs-d'œuvre, si on pense à certains d'entre eux, comme Pulp Fiction par exemple, le message de cette vidéo est également que, quelque part, au final, on est libre d'aimer ce que l'on souhaite et que personne ne pourra jamais juger cela. Il y aura toujours des gens pour ne pas aimer ce que nous on aime, c'est pas grave, c'est même normal et il faut l'accepter. Pour revenir à l'autre questionnement, est-ce qu'on peut faire confiance à ses amours adolescents? Oui, bien sûr que oui. Ce n'est pas parce qu'on est des ados que ce qu'on aime n'est pas bien. Ce ne sont pas toujours les choses qui sont les meilleures, mais au final, qu'importe. Elles ont de la valeur pour nous car elles nous ont marqués à un moment de notre vie et qu'elles sont gravées en nous à tout jamais. J'avais envie de parler de cette vidéo pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que je l'ai trouvée extrêmement intéressante, parce que j'aime beaucoup ce vidéaste, mais surtout parce que j'adore également Quentin Tarantino. J'ai vu tous ses films et il est mon réal préféré, ou en tout cas un de mes réals préférés. Ce que je préfère chez lui, c'est qu'à chacun de ses films, on sent une âme, comme une âme d'enfant qui a envie, avant de faire plaisir aux spectateurs et avant l'idée de faire un bon film, de se faire plaisir à lui. Le gars a une culture cinématographique et musicale, il faut pas l'oublier, démentielle, et il nous partage ça. C'est-à-dire qu'on sent qu'il se fait plaisir à chaque plan, à chaque scène, et que ça lui fait également plaisir de transmettre, de partager ce qu'il aime en le faisant à sa sauce. Enfin, j'avais envie de parler de cette vidéo parce que ce genre de questionnement sur les goûts, la différence entre être un ado un peu passionné et irresponsable et un adulte plus posé et sage, je me le pose. Je suis à un âge un petit peu intermédiaire, j'ai 23 ans, où l'adolescence n'est pas vraiment finie et où l'âge adulte a déjà commencé. Je me retrouve, comme à peu près tous les gens de mon âge, à devoir choisir quelle voie emprunter, et dans mon cas, c'est pas forcément évident. Je suis quelqu'un de très passionné et pour certains, c'est l'apanage véritable de l'adolescent. C'est Tarantino. On découvre Tarantino à l'adolescence, c'est extrêmement grandiloquent, on aime. Sous-entendu, pour certaines personnes, ça devient un petit peu « deviens adulte mon gars, sois plus terre à terre, fais et aime d'autres choses ». Cette vidéo a nourri et continue de nourrir ma réflexion personnelle et me conforte dans cette idée que personne ne peut juger de nos goûts. On peut aimer Quentin Tarantino comme on peut ne pas l'aimer. Et c'est indépendant de la qualité de ses films. En effet, il y a une vraie différence entre ce que l'on aime, d'une part, et la qualité de ce que l'on aime. Par exemple, à titre personnel, je n'ai pas aimé l'album Trône de Booba malgré le fait qu'il soit très bon. Et à l'inverse, j'adore la série The Walking Dead malgré tous ses défauts. Pour conclure, j'attendais beaucoup cette vidéo et je n'ai clairement pas été déçu. Ça me donne envie de continuer à suivre des vidéastes comme lui qui tentent des choses, qui font des projets vraiment intéressants. Et il y en a plein, ce ne sont pas forcément les plus connus, mais ils font un travail formidable. Enfin, ça me donne envie de continuer à explorer le monde du cinéma et à regarder des films encore.